Bien. Alors, bonjour. Bienvenue à tous à la bulle sur la raison d'être, nouveau levier de l'organisation et de performance pour les entreprises. Je me présente, Clément Damas, BPI France, et je vais un petit peu animer cette bulle. La raison d'être est un sujet vraiment passionnant et notamment d'actualité pour BPI France qui sommes en train justement de l'élaborer. Alors je vais faire très court et je vais plutôt laisser la parole à nos intervenants. Bonjour Caroline Véran, Bonjour. fondatrice de l'agence Croissance Bleue. Nous avons aussi Pierre Guez, Bonjour. directeur marketing de Veolia Eau France. Et puis nous avons Thomas Uriez via Skype là-haut, fondateur de la marque Jean 1083. Alors, encore une fois, je veux remercier à toutes les personnes qui sont ici présentes, mais aussi toutes les personnes qui se sont connectées à distance. Et d'ailleurs, pour ces personnes-là, si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser via le chat. Donc, je vous remercie et je laisse la parole à Caroline. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Vous qui êtes ici physiquement présents et aussi surtout derrière vos écrans, on vous espère nombreux. Cette édition digitalisée de Big est une grande première et nous ferons tout pour vous transmettre l'énergie du direct. Le sujet que nous abordons ici est celui de la raison d'être de l'entreprise, portée par la loi Pacte et incarnée par de plus en plus d'entreprises, petites, moyennes, ETI, grands groupes. Nous allons partager ensemble deux très beaux exemples ici des retours de terrain sur ce plateau. Un avec Pierre Guez, qui est directeur marketing de Veolia Eau, et un autre avec Thomas Uriez ici en duplex, qui est le fondateur de la marque 1083, une aventure assez extraordinaire. Il vous en parlera dans les détails. Donc merci à Pierre et à Thomas d'être ici avec nous, d'avoir accepté de venir témoigner. Avant de vous donner la parole, j'ai souhaité apporter quelques éclairages sur le sujet de la raison d'être en partant du thème aujourd'hui qui est celui de la liberté, qui est le fil conducteur de ce salon. Donc le mot-clé de cette nouvelle édition de Big est la liberté. Première des trois devises inscrites au fronton de notre belle République française, première devise fondatrice qui soutient l'édifice de la Déclaration du droit de l'homme, des citoyens et pourquoi pas de l'entreprise. Car au fond, la liberté n'est-elle pas la condition sine qua non de tout projet d'entreprise? Sans liberté, pas ou peu d'entrepreneuriat. Et qu'est-ce que la liberté pour nous, entrepreneurs et dirigeants? C'est d'avoir une idée, de pouvoir la suivre, agir pour la faire vivre, s'entourer des bonnes personnes, de pouvoir recruter les chevilles ouvrières, prendre des risques, tenter des solutions, se tromper, pouvoir tout perdre, pouvoir tout recommencer, explorer, innover, etc. et créer de la valeur immatérielle et matérielle. La liberté est donc bien la condition sine qua non de tout projet d'entreprise. Cela ne veut pas dire pour autant que l'entreprise peut faire n'importe quoi au seul mobile de sa raison sociale, comme bon lui semble, sans se soucier de l'environnement dans lequel et grâce auquel elle peut agir. Par exemple, si je dirige une société de transport routier, pour que mon entreprise puisse prospérer, je vais bien sûr utiliser les infrastructures et les services collectifs. Je vais les user, je vais un peu les détériorer, impacter la qualité de l'air, etc., etc. Il est donc normal en retour que je contribue à minima à hauteur de mes impacts négatifs. Il existe fort heureusement des réglementations et des lois qui fixent ce minima. Sur le plan juridique, être responsable, c'est être dans l'obligation de réparer un préjudice. On est là sur la définition de la responsabilité comme rendre des comptes devant la loi. De ce point de vue, donc, les entreprises ont bien des responsabilités au sens réglementaire du terme et doivent rendre compte au pouvoir public. Mais la responsabilité, c'est là que ça devient intéressant, c'est aussi, c'est le deuxième sens du mot respondere, de décider d'agir sur la base d'une démarche volontaire. L'entreprise a la liberté de contribuer activement au bien commun sur la base d'une démarche volontaire, bien au-delà du cadre réglementaire. Et le législateur, avec le dispositif Pacte, la loi Pacte, a décidé d'accompagner et de valoriser celles qui souhaitent franchir le pas avec un dispositif à 3 étages. Le premier étage, c'est une modification historique, il faut le souligner, du Code civil de l'entreprise, à l'article 1833, qui dit que la société doit être gérée dans son intérêt social, ça on le savait tous, mais aussi en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Tout ce qui va se jouer, ce qu'on va avoir à construire tous ensemble, c'est ce qu'on va mettre derrière en considérant.
Le deuxième étage de ce dispositif, c'est de donner à l'entreprise la possibilité de définir une raison d'être et de l'inscrire dans ses statuts. Donc brièvement, je ne vais pas aller en détail ici sur la raison d'être, on en parlera après. C'est pour donner la clé de lecture. La raison d'être permet donc de définir l'activité d'une entreprise en l'enrichissant d'une mission sociale, sociétale et ou environnementale. C'est donc un engagement que l'entreprise va prendre devant l'ensemble de ses parties prenantes au sens de la responsabilité sociale et environnementale. La fameuse RSE, donc on voit ici que la RSE et la raison d'être sont intimement liées. Ça va ensemble. Donc le troisième niveau, le troisième dispositif de la loi Pacte, donc modification du code civil, définition de la raison d'être, et ensuite le dernier niveau, c'est la possibilité de devenir une entreprise à mission. Je ne vais pas rentrer ici dans les détails, on perdrait trop de temps, donc c'est de pouvoir inscrire sa mission dans ses statuts avec un comité de pilotage, un budget et une surveillance. Bon, on aura l'occasion d'en reparler si vous voulez. Donc on voit bien que ce qui se joue autour de la raison d'être de l'entreprise est la question cruciale, donc c'est de la finalité de l'entreprise. À quoi sert-elle? C'est-à-dire, moi, quand je crée une entreprise, pourquoi je le fais? D'accord? Je veux créer des biens, je veux prospérer, mais pas que. Est-ce que je souhaite contribuer activement au bien commun, au-delà de ce que la loi exige? Et si oui, comment? La question du comment, on en parlera cet après-midi dans une masterclass. Donc la liberté pour un entrepreneur est donc bien de décider du sens et de la finalité de son entreprise. Et là, bonne nouvelle, plus on contribue au bien commun, plus on gagnera collectivement. Très rapidement, pourquoi? Pour deux raisons. Un, parce que le modèle de l'entreprise tourné vers son seul profit n'est plus acceptable. Il n'est plus viable, pas simplement d'un point de vue éthique, mais aussi et surtout d'un point de vue économique. Très concrètement, sur l'environnement, nous ne pouvons plus continuer à produire suivant un modèle d'exploitation infini sans prendre en compte la finitude de nos ressources naturelles. Les énergies fossiles, quand il n'y en a plus, il y en a plus. Il faut chercher autre chose. Sur cette question des ressources, il en est de même. Il en est de même pour les questions du chômage et de la précarité. Partout dans le monde, nous ne pouvons plus continuer à produire en mettant en place des chaînes d'exploitation qui tendent vers un zéro main-d'œuvre, pire, qui rêvent d'un zéro main-d'œuvre pour les plus cyniques d'entre nous. Nous devons donc innover chaque jour pour mettre en place des chaînes de production qui créent de la valeur partagée. Et donc, il y a cette dynamique-là, et les crises aujourd'hui à répétition montrent que c'est ce modèle de redéfinition de l'entreprise sur comment on va faire pour créer de la valeur partagée vers lequel nous devons aller, au sens de l'intérêt même de l'économie. La deuxième raison, pourquoi les entreprises ne peuvent plus se limiter à la seule recherche du profit, c'est qu'en fait, tout simplement, on le voit, et ceux qui ici présents viendront témoigner, que cette dynamique est un formidable levier d'innovation et de croissance pour les entreprises, que ce soit pour des TPE, des PME ou des ETI. C'est une formidable opportunité de croissance pour une démarche gagnant-gagnant, opportunité levier pour décrocher des marchés publics et gagner la confiance des acteurs publics, levier pour mieux gérer ses risques et réduire ses dépenses, levier pour nourrir l'attractivité de sa marque employeur, levier, il y en a plein d'autres, pour sécuriser sa chaîne de sous-traitance et développer des relations durables avec ses partenaires économiques, etc., etc. Donc cette opportunité, on va commencer à en parler, donc cette opportunité de levier de croissance pour les entreprises. On va premier exemple avec le témoignage de Pierre Guèze qui va expliquer comment le travail fait autour de la raison d'être a permis de réactiver tout l'ADN de cette belle maison qu'est Veolia. Et donc c'est intéressant au regard du témoignage qu'on verra après de Thomas, qui est une start-up sustainable native, comme on dit. On a là deux parcours, deux visions complètement différentes, mais qui vont venir illustrer cette dynamique de création de valeur. Pierre, je te donne la parole. Merci Caroline. Moi, je voudrais vraiment vous donner un témoignage de quelque chose qui s'est produit chez nous. Finalement, il y a eu une raison d'être qui a été publiée il y a 1 an par Veolia. C'était un sujet qui était un sujet vraiment de préoccupation de notre PDG depuis pas mal d'années. Il y avait une chaire sur la raison d'être qui était subventionnée par Veolia. Il y a eu beaucoup de travail avec le monde universitaire pour aboutir à une raison d'être qui n'est pas un slogan, qui est un texte qui fait 1 page avec plein d'éléments, mais au fond, dont le fondement, c'est on sera prospère si on est utile, et seulement si on est utile. Et qu'est-ce que ça voulait dire derrière ?
Alors, ce qui est assez amusant, c'est que moi, je n'ai pas participé à la création de ce texte, de ces éléments-là. Finalement, on l'a tous dans l'entreprise découvert le jour où elle a été publiée, annoncée. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'elle a agi comme un révélateur. Au fond, chez Veolia, moi j'ai passé, ça fait 25 ans que je suis chez Veolia, j'ai fait de l'exploitation, je suis passé dans différentes zones en France. Je voyais bien qu'on a des agents, ils ne sont pas là tout à fait par hasard chez Veolia, ceux qui travaillent dans l'eau ou dans les déchets. Ils ont une envie d'être utiles. On a un taux, je pense, anormalement élevé de pompiers volontaires, de gens qui sont dans des assos, engagés dans des assos de consommateurs ou d'environnement. Et c'est un peu normal. Il y a là une envie qui va avec leur métier. Mais finalement, ils ne la retrouvaient pas toujours dans l'attitude de l'entreprise, dans son discours dirigeant. Moi, j'ai vu des gens qui, finalement, avaient une double vie et faisaient à côté des choses dans des assos qu'on aurait bien aimé qu'ils fassent à l'intérieur, mais ils le faisaient à côté. Au fond, il y avait un décalage, il y avait une vraie difficulté parfois à assumer le fait qu'on était une entreprise privée, par exemple, pour faire du service public, quoi. Et donc, vraiment, j'ai vu des RH qui allaient faire de l'aide et de la formation sur des associations pour les jeunes en difficulté, parce que finalement, ils avaient envie d'apporter leurs compétences et ils s'y retrouvaient pas complètement. Voilà, ils en avaient l'envie. Et ce qui est assez étonnant, c'est que quand la raison d'être est sortie, on a vu une sorte de fierté, finalement, qui existait, mais qui était un peu refoulée, et qui finalement s'est très vite exprimée. Alors moi, honnêtement, j'ai découvert autour de moi plein de gens qui avaient des engagements forts, mais qui finalement les exprimaient pas à l'intérieur de l'entreprise et qu'on a libéré. Et cette envie d'engagement, c'est vraiment un de nos 5 piliers dans la raison d'être qu'on veut essayer de réveiller. Finalement, comment tous ces gens-là qui ont envie de faire, qui ont des engagements sociaux, qui ont des engagements environnementaux, qui sont dans des associations de handicapés, qui veulent être utiles sur plein d'associations. C'est assez impressionnant sur la biodiversité, sur la nature. Il y en a vraiment beaucoup chez nous. Finalement, d'un coup, ils se disent mais je peux en parler, je peux le partager, je peux finalement commencer à mettre des ponts entre ce que je sais faire ou ce que j'aime faire ou mon engagement et mon entreprise. Et ça, c'est vraiment assez étonnant, cette façon dont les choses ont commencé à se réveiller. Beaucoup ont commencé à dire la raison d'être, c'est notre raison d'agir. Donc vous voyez, il y a une sorte de vraiment, on s'attendait sans doute pas à ce qu'aussi vite les employés le fassent. Alors au-delà d'un slogan, au-delà d'un texte, c'est bien de dire qu'on veut être utile, c'est bien de dire à qui. Et finalement, la raison d'être, elle a dit... Pendant 20 ans, on disait qu'on était utile, il fallait qu'on agisse pour les actionnaires, pour les clients et pour les employés. On a rajouté la planète et on a rajouté la société. Et croyez-moi, aujourd'hui, quand on répond à des appels d'offres dans l'eau, en l'occurrence, ce qu'on peut faire sur l'environnement, ce qu'on peut faire à titre d'implication sociale sur un territoire, c'est presque aussi important, je vais peut-être même dire c'est plus important souvent dans un appel d'offres que le seul service de l'eau, même s'il est l'arbre et la structure et le fondement de nos offres, quoi. Donc le fait de dire il faut qu'on regarde comment on agit sur ces 5 piliers quand on fait quelque chose. On se donne des trucs, hein. On fabrique des éléments. Par exemple, vous savez, quand on fait de la gestion clientèle, on utilise parfois des personas. Pour caractériser, nous on a créé des petits personas qui sont la planète. Comment, quand je fais un certain nombre de choses, que ce soit du rendement de réseau des usines, comment j'adresse la planète. On a fait des petits personas sur les générations futures. Quand je fais quelque chose, même si c'est aujourd'hui, je satisfais aussi un besoin de génération future. Donc on essaye de structurer ça. Et puis, peut-être dernier point que je voudrais apporter déjà comme témoignage, c'est tout ça se traduit par des objectifs. Il y a 18 objectifs qui sont calés en plus par rapport aux objectifs du développement durable de l'ONU, qu'on a voulu essayer de mettre en correspondance et en cohérence. Il y en a 18 sur ces 5 piliers ou sur ces 5 cibles. Donc c'est nos objectifs de performance plurielle. Et en fait, ces objectifs, non seulement ils sont affirmés, mais maintenant ils vont conditionner les primes de tout l'encadrement de Veolia. Donc ça, c'est juste pour aligner un peu et rendre cohérent, et c'est important. Sinon,
c'est du discours, mais si ça ne rentre pas dans mes objectifs au jour le jour, on revient peut-être à des vieux gris-gris ou à des vieilles lunes, quoi. Voilà. Merci Pierre, ce que je trouve très très intéressant dans ce que tu viens de raconter, c'est que le travail autour de la raison d'être, ça a permis de réconcilier cette espèce de schizophrénie qu'on a tous parfois. On est d'un côté, on est un salarié, on est dans l'univers de l'entreprise, on est chef d'entreprise, on raisonne dans le cadre professionnel, et de l'autre côté, on est citoyen, on est aussi des familles, et on a des réflexes et des façons de faire et qui ne sont pas toujours réconciliés. Donc on a une façon de se comporter, c'est ça, ouais, dans l'entreprise, une façon de se comporter dans la vie, et la raison d'être chez Veolia a permis à toutes vos chevilles ouvrières, vraiment justement. Un révélateur. C'est ouais. vraiment un révélateur. Et du coup, par exemple, nos processus de recrutement, on commence à les re-questionner. Finalement, quand on recrute, on voudrait recruter des gens qui sont déjà engagés. Finalement, on trouve que... Parce qu'ils vont pouvoir trouver le pont, et le pont s'exprime. Et ça, c'est intéressant. Et aussi, ça vous a permis, je crois, ce qui est intéressant, c'est que vous avez fait une transformation au niveau du management autour de la raison d'être, d'autonomiser au maximum vos directions sur les territoires pour que chaque salarié, justement, ait en toute autonomie la capacité à proposer des choses dans le cadre d'une démarche sur l'ancrage territorial, qui est un sujet fondamental aujourd'hui, d'apporter un certain nombre d'initiatives, d'éléments concernant la biodiversité, l'environnement, l'inclusion sociale, etc., etc. Sur tous les sujets, et ça permet une diversité d'expression de tout ce qu'on peut faire à l'échelle des territoires, puisqu'ils ont la confiance de la direction à travers ce projet commun de la raison d'être. Et donc, en termes de management, ça permet de faire des choses assez extraordinaires. Moi, j'ai pu constater ça. Ouais. On avait 3 ans avant initié une inversion de la pyramide. Hein. On est une organisation en pyramide inversée, redonnant du pouvoir de décision localement sur nos 500 services, 550 services en France, pour essayer de mettre la direction au service du territoire et pas tout à fait le contraire, chose qui arrive. Finalement, la raison d'être vient donner aussi un cadre à ça, vient le confirmer, vient dire finalement c'est pas qu'un jeu d'organisation. Il y a toujours, quand on change comme ça une organisation, ça prend du temps, ça change la culture des gens et il reste des trous dans la cohérence. Finalement, là aussi, on le voit comme quelque chose qui redonne de la cohérence à l'ensemble de ces engagements qui peuvent être des engagements locaux. C'est pas les mêmes quand on est à Brest, quand on est à Rodez ou quand on est à Saint-Dizier, par exemple. Tout à fait. Merci beaucoup, Pierre, pour ce témoignage. Merci. Je vais maintenant me tourner vers Thomas. Thomas, tu nous entends ? Parfaitement. Génial. Thomas Huriez, qui est le fondateur de la marque 1083, une aventure, je trouve, absolument exceptionnelle, pour le coup vraiment créatrice de valeur partagée de bout en bout, puisque on peut dire que tu es dans une démarche Sustainable Native depuis le départ. Je te laisse raconter ton projet, ta méthode et surtout aussi tes résultats. Ça marche. Oui, bonjour à tous. 1083, c'est une marque qu'on a lancée avec mon petit frère en 2013. Nous, on est basé à Romans-sur-Isère, dans la Drôme. J'ai grandi à Grenoble, j'étais informaticien, et c'est grâce à l'ennui dans mon métier d'informaticien et au manque de sens que j'ai décidé de m'installer à Romans, dans la ville de mes grands-parents, et de rénover la maison du cousin de mon grand-père, dans laquelle je me trouve aujourd'hui, et dans laquelle, en 2007, j'ai ouvert une boutique de vêtements écologiques et équitables. Tout simplement parce que cette maison dont on ne faisait rien était en face d'un grand centre de magasins d'usine. Et du coup, l'activité s'est développée petit à petit. Mes fournisseurs, malheureusement, au bout de 4-5 ans, ont fermé. Et du coup, c'est la raison pour laquelle, pour faire face à la fermeture de mes fournisseurs, j'ai décidé de créer ma propre marque, plus locale, des vêtements aussi plus jolis, plus cool. Et c'est comme ça que j'ai glissé petit à petit du bonnet péruvien au jean. Et voilà, en 7 ans, on a beaucoup grandi. On était 2, donc en 2013, on faisait 200 000 € de chiffre d'affaires. Maintenant, on fait 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est 70, plus 80 emplois indirects dans la filière. On file, on teint, on tisse, on ennoblit, on coupe, on coud et on délave nos jeans en France. Et notre démarche, c'est d'essayer d'être le plus local possible. On a une mission qui est dans nos statuts, qui est d'amener chacun à produire et consommer dans l'économie circulaire. Et donc, tous les profits que l'on fait, on les consacre à cette démarche d'économie circulaire. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on fait de la R&D pour devenir producteur de coton grâce aux vieux jeans, en apprenant à extraire le coton des vieux jeans. Et c'est grâce à cette mission-là aussi que l'on a lancé le jean Infini, qui est un jean 100% recyclé, 100% recyclable et consigné pour le récupérer en fin de vie et refaire un jean neuf
avec, voilà, en 2 mots, qui l'on est, ce que l'on fait. Merci Thomas, c'est vraiment très intéressant parce qu'on voit surtout qu'avec ta démarche, tu as tordu le cou à ce biais mental qu'on a tous les entrepreneurs, qu'on avait tous à un certain moment, qu'on a de moins en moins aujourd'hui, qui est qu'une chaîne de sous-traitance en France, c'est forcément plus cher et c'est pas rentable. Est-ce que tu peux en dire justement ta démarche là-dessus et la preuve du concept? Oui, bien sûr, en fait... Excuse-moi Thomas, est-ce que tu peux parler un peu plus fort parce qu'ici il y a du bruit autour de nous? Alors, attends, je vais me rapprocher, je ne sais pas si ça va marcher mieux. Merci. Effectivement, quand j'ai lancé le projet en 2013, il n'y a pas beaucoup de gens qui croyaient à la possibilité de faire du jean relocalisé au maximum comme on le fait. Et ça m'affectait un peu, mais je ne trouvais pas cette posture très rationnelle. À mon sens, cette posture, elle est plus le fruit du martelage comme quoi la France est un pays de service. C'est ce que moi j'ai appris à l'école. Au collège, j'apprenais que la France, le tertiaire, allait l'emporter sur les autres secteurs d'économie, secondaire et primaire, et que la France allait devenir un pays de service. Et en fait, cet apprentissage-là, ce martelage, il s'est confronté à une réalité frappante. C'est que quand je regardais les étiquettes de prix d'un jean de marque, américaine ou pas, et d'un jean de fast fashion, il y en avait un à 100 balles et l'autre à 30 €. Et donc, il y avait un rapport de 3 entre le premier et le deuxième. Et quand je regardais par contre, je quittais l'étiquette de prix de ces vêtements et que je regardais l'étiquette de composition, je m'apercevais que ces produits, ces jeans, étaient fabriqués avec les mêmes matériaux dans les mêmes pays. Le Vietnam, le Bangladesh, etc. Et donc je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible qu'à coût du travail égal, il y en a un qui soit 3 fois le prix de l'autre. Il y a un truc. Et en fait, le truc, c'est la distribution, c'est le modèle de distribution, et c'est les circuits lourds versus les circuits courts. Et donc, quand j'ai vu que H&M, Zara, Decathlon, les produits Carrefour, la marque Repère, les produits U, c'était pas cher, non pas parce que c'était fabriqué ailleurs ou dans des pays moins chers, mais juste parce que c'était vendu en direct, en quelque sorte, eh bien, je me suis dit, je vais faire pareil. Je vais faire comme H&M, Zara, H&M, et je me suis aperçu, comme toutes ces marques de chaussures, de romans qui se développaient pendant les 30 Glorieuses en France, je vais vendre en circuit court. Et en faisant ça, et bien en fait, en changeant de paradigme, au lieu de chercher à acheter pas cher, mais en cherchant à vendre pas cher, et bien du coup, mon jean qui coûte 35-40 € à fabriquer parce qu'il a beaucoup de valeur ajoutée, il est résistant, il est bio et il est fait en France, pour le rendre compétitif et le vendre à 100 €, j'ai juste fait la même chose que H&M, Zara, Decathlon et compagnie, je l'ai vendu en direct. Et c'est comme ça que, grâce au circuit court, grâce à la suppression des soldes, grâce à tous les artifices qui font qu'un vêtement coûte cher, le marketing, les soldes, etc., et bien en fait, je suis arrivé sur des marges beaucoup plus raisonnables et constantes qui m'ont permis de vendre un jean beaucoup plus cher à fabriquer au même prix qu'un jean de marque. C'est vraiment un témoignage édifiant. Et pour je ne sais pas si tu l'as dit, la petite anecdote, pourquoi la marque s'appelle 1083 Ah oui, parce qu'en fait, quand j'ai démarré l'aventure, le Made in France n'était pas à la mode, il était même suspect de nationalisme. Et du coup, j'étais pas très à l'aise avec le côté français, à tort. Hein, c'est vraiment, j'ai évolué là-dessus, mais j'avais peur qu'on me soupçonne d'être d'extrême droite. Et en plus, je pensais que en fait, ça m'interroge cette société dans laquelle on sait raisonnablement tout ce qu'il faut faire. On sait, pour ceux qui fument, on sait qu'il ne faut pas fumer, c'est écrit sur les paquets. On sait qu'il ne faut pas dépasser les limitations de vitesse. En vrai, on sait plein de choses. Mais ça ne suffit pas à nous rendre raisonnables. On est tous très intelligents, surtout collectivement, mais on n'est pas raisonnable. Et donc j'ai cherché quel était le moyen le plus puissant de nous rendre raisonnables, mais pas par conviction, mais juste par intuition, par plaisir, de manière émotionnelle. Parce qu'on fait des choix avant tout émotionnels, irrationnels, beaucoup plus que rationnels, sinon on serait des robots. Et en fait, il me semble que le levier le plus simple pour faire des meilleurs choix, c'est la proximité. Parce que quand on est proche les uns des autres, quand on est proche en ondes intermédiaires, comme pour les circuits courts, ou quand on est proche dans le temps, c'est-à-dire quand on voit les effets immédiats de ces actions, et ben en fait, on prend des meilleures décisions, des décisions plus raisonnables. Et du coup, je me suis dit, tiens, la proximité, c'est vraiment un levier très intéressant. Peut-être c'est le plus fort des leviers. Alors, je vais parler de proximité dans ma marque. Et donc, j'ai cherché quelle est la distance qui sépare
les 2 villes les plus éloignées de l'Hexagone. Ces 2 villes sont Menton au sud-est et Porspoder, c'est un petit village au nord de Brest. Et donc cette diagonale de la Bretagne jusqu'au sud-est de la France fait 1083 km. Et c'est pour ça que ça s'appelle 1083. C'est la distance maximale qu'il y a entre nos ateliers et nos clients. Merci beaucoup Thomas. Et tu viens aussi de souligner un sujet qu'on a tous expérimenté, tous vécu durant la crise Covid, c'est justement la dimension du territoire, qui est vraiment le périmètre adapté pour agir. Et c'est sur ce périmètre-là qu'on a pu mettre en place des actions de solidarité et de proximité auxquelles tu as participé. Tu fais partie des entreprises qui ont été extrêmement réactives pour adresser des réponses aux premières urgences de la crise Covid-19. Je crois que tu veux... Oui, non, voilà, je voulais juste dire qu'on allait... Donc c'est voilà la question, voilà, une marque qui a une raison d'être transverse à tous les niveaux de sa chaîne de valeur. On voit que ce témoignage est très intéressant et surtout qu'économiquement ça marche. Donc là, juste dernière chose, après pour qu'on ait le temps d'avoir des questions avec le public, que tu es en croissance et tu ne cesses de croître. C'est important de le souligner. C'est pas un modèle pour être dans le ton et pour être en accord avec l'éthique. C'est un modèle économique qui performe et qui croît chaque jour. Tu peux confirmer ça, Thomas ? Oui, bien sûr, on est rentable chaque année. Juste l'an dernier, on a connu un exercice déficitaire simplement parce qu'on a décidé d'investir dans l'équipe et du coup pour accélérer notre croissance. Mais qu'on ne se trompe pas, notre croissance, elle n'a qu'un sens, et c'est aussi, c'est dans le bouquin que j'ai écrit d'ailleurs, c'est de réduire la taille du marché de jeans en France. C'est-à-dire que notre but, c'est pas d'inonder le monde de jeans, c'est de développer des filières de proximité et de qualité pour que les gens achètent moins mais mieux. Et donc, on n'a pas la volonté de croître de manière indéfinie. D'ailleurs, hier, c'était rigolo, j'ai été contacté par les Échos qui nous disaient qu'on avait peut-être la chance d'être parmi les entreprises la plus forte croissance dans les 500 entreprises les plus fortes croissantes, je sais pas quoi. Et donc, je leur ai demandé, mais c'est quoi vos critères? C'est juste l'économie ou c'est le social, l'environnement, etc. Ils m'ont dit juste l'économie. Alors, je dis, ça ne nous intéresse pas. Enfin, la croissance pour la croissance, c'est sans intérêt. Donc, on a décliné la participation à ces trophées. Merci beaucoup, Thomas. Alors, merci pour vos interventions et vos témoignages. C'était riche, c'était inspirant. On a pu voir que le monde a bien changé en 50 ans. Jusqu'à 50 ans, Milton Friedman disait que le seul objectif d'une entreprise, c'est de faire du profit. On voit bien que c'est plus trop vrai aujourd'hui. Et j'invite le public et les personnes à distance à poser des questions. Je vous donne le micro. Ah non, d'accord. Il va y avoir la traduction de la question, Thomas, dans un instant. Ouais. Le protocole Covid. Thomas, est-ce que vous vous interdisez de vendre en dehors de la France, vu que votre nom c'est 1083, donc la distance entre les 2 villes en France? Super question, merci pour la question. Déjà, moi je suis pas start-upper, je suis commerçant en roman et j'ai découvert avec effarement que les 2 kiffs de start-upper, c'était de lever des fonds et d'aller à l'export. Et effectivement, quand on vend des jeans en France, fabriqués en France, parce qu'on trouve un peu bête d'acheter en France des jeans chinois, ça n'a pas plus de sens de le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire de vendre en Chine des jeans français. Et donc notre rêve, ce n'est pas d'exporter nos jeans, ce n'est pas d'exporter notre production, par contre c'est de partager, d'exporter notre modèle. C'est-à-dire si demain on veut vendre des jeans 1083 en Chine, peut-être que l'amorce se fera en vendant des jeans français en Chine, mais ça ne sera dans le seul but de les produire localement. Et donc si on peut commencer par les produire localement, c'est le mieux. Donc on rêve de produire des jeans aux États-Unis et les vendre aux États-Unis, on rêve de vendre des jeans italiens fabriqués en Italie. Et tous ces jeans-là, 1083, parleraient de notre démarche de proximité, parleraient de notre culture, la France, du denim. Et à notre sens, il n'y a aucune objection à vendre en Chine, des jeans fabriqués en Chine avec cet état d'esprit français,
puisque quand vous regardez un jean Levi's, c'est le rêve américain que vous achetez made in Vietnam. Donc en fait, profitons du commerce international pour faire du commerce intelligent. Moi j'adore les échanges, mais faisons des échanges intelligents et du coup produisons multilocalement. Bon bah, désolé, finalement ça a été un petit peu long, on n'a pu prendre qu'une question, mais je vous invite à les poser en dehors peut-être de la bulle. N'hésitez pas. Je vous remercie en tout cas à tous pour vos interventions. Merci. Et vos témoignages. Ah bah ça y est, c'est coupé. Pour ceux qui veulent poursuivre le sujet, il y a une master